Dans l'Arctique, les géologues Julia et Oscar mènent des expériences en plaçant des explosifs sous l'eau. Soudain, ils reçoivent un appel les avertissant d'une tempête imminente, les forçant à partir rapidement. Non loin de là, un sous-marin russe capte des bruits sous-marins intenses d'origine inconnue et observe, stupéfait, le fond marin se soulever. Les scanners de Julia deviennent incontrôlables juste avant que la glace autour de leur camp ne commence à se fissurer. Elle veut récupérer ses recherches, mais Oscar l'entraîne vers la motoneige. Dans le sous-marin, l'équipage détecte que les sons sont d'origine biologique, mais ils sont soudainement percutés sous l'eau. À la surface, Julia et Oscar tentent de fuir tandis que la glace se fissure derrière eux. Malheureusement, des fissures apparaissent aussi devant, la glace soulève la motoneige, qui explose et coule. Leur camp explose à son tour, emportant les derniers scientifiques. Le sous-marin subit de graves secousses, les hommes peinent à rester en place, mais finissent par tirer, révélant d'immenses tentacules dans l'eau. Un homme est projeté contre une vitre et s'évanouit, un autre lance une bouée de secours juste avant que le sous-marin ne coule. Au QG des marines russes, on apprend la disparition du sous-marin transportant des armes stratégiques. Une équipe de sauvetage est envoyée, dirigée par Victor, frère du capitaine disparu. Sa famille s'inquiète, sa mère lui donne la montre de son père comme porte-bonheur. Victor retrouve à quel l'amiral Olshansky, ami de son père, qui participe à la mission. Le second doute de ses capacités à cause de son âge. Dans le sous-marin, des membres d'équipage se plaignent d'avoir été rappelés pendant leurs vacances. Julia et Oscar errent dans la tempête de neige, tentant d'obtenir un signal. Julia manque de tomber dans un gouffre, mais Oscar la sauve. Son téléphone capte un signal de plateforme pétrolière, mais la tempête empêche toute communication claire. Le signal se perd et Oscar tire une fusée éclairante avant de s'effondrer. Le lendemain, le sous-marin atteint la zone de disparition et plonge après préparation. Olshansky réunit des officiers avec Victor pour lire un rapport inquiétant, ce qui lance des rumeurs. Julia et Oscar trouvent la bouée figée dans la glace et décident d'attendre. Le sous-marin détecte le signal et fonce. Des baleines l'entourent, une heurte une hélice, Olshansky ordonne d'activer le sonar malgré les réticences de Victor. Les baleines fuient, puis reviennent, mais repartent à cause d'un bruit basse fréquence, le fond marin s'élève. Un tentacule surgit et tue une baleine. Le radar détecte une énorme présence, Olshansky veut tirer, mais Victor ordonne de se cacher. Le sous-marin entre dans une crevasse, secoué à chaque impact. Le bruit augmente, douloureux pour ce portant des écouteurs. Bloqué, il s'arrête et le monstre part. Olshansky reproche à Victor ses choix risqués, mais ils doivent remonter à la surface pour réparer. Julia et Oscar se blottissent près de rochers pour se réchauffer et voient la glace se briser sous le sous-marin qui refait surface. L'équipage les retrouve et, après vérification, écoute leur récit. Victor veut les aider malgré les soupçons d'Olshansky. Il replonge pour chercher autour de la bouée. Julia et Oscar sont soignés, nourris, puis Victor leur montre une carte. Julia évoque les explosifs, ce que Victor relie au naufrage de son frère. Olshansky propose d'abandonner la mission face à la menace inconnue, mais Victor veut continuer et ordonne de se diriger vers le camp. Olshansky l'avertit qu'une autre erreur sera la dernière. Victor explique qu'il faut faire vite, car s'il y a des survivants, l'oxygène manque. Julia entend un bruit, Oscar dit que c'est le sonar. Le radar détecte à nouveau l'ennemi. Victor cherche un endroit pour se cacher, mais la zone est ouverte. Ils envoient un signal d'urgence à la plateforme pétrolière et reçoivent la permission de s'y abriter. Alors que le sous-marin se prépare à refaire surface, les travailleurs de la plateforme aperçoivent d'immenses tentacules surgir de la mer et déclenchent l'alarme. Les tentacules attaquent la plateforme, détruisant les structures et provoquant de nombreuses explosions. Pris de panique, les ouvriers tentent de fuir, mais n'ont nulle part où aller car la plateforme commence à s'effondrer. Le sous-marin perd le contact, alors Victor utilise le périscope pour enquêter. Horrifié, il observe les tentacules détruire la plateforme et transmet les images à l'équipage. Une fois la plateforme complètement détruite, le monstre mystérieux se remet à poursuivre le sous-marin, qui doit effectuer un virage brusque, provoquant le désordre dans la cuisine. Olshansky considère que le choix de Victor de faire fuir l'équipage au lieu d'attaquer est sa troisième erreur et annonce qu'il reprend le commandement. 2 torpilles sont rapidement lancées et touchent leur cible. Olshansky déclare que c'est ainsi que ça se fait, mais son visage se ferme lorsqu'un officier annonce que l'ennemi est toujours en mouvement. D'autres torpilles sont tirées, une nouvelle explosion confirme un autre impact, mais le monstre n'est pas encore vaincu. Il fonce sur eux et Olshansky, paralysé, ne sait que faire, si bien que Victor reprend le commandement. Il ordonne à l'équipage de manœuvrer au plus vite pour esquiver la majorité des attaques, mais un tentacule frôle le sous-marin et cause des dégâts. L'équipage chute, Victor se cogne la tête et étourdi. Certains ordinateurs court-circuitent,
l'un écrase même un homme. Le sous-marin commence à couler, et l'animal en profite pour frapper encore. Une explosion dans le compartiment des torpilles déclenche un incendie, il coupe la ventilation et isole la zone, laissant cet homme s'occuper des flammes avec des extincteurs. Un autre coup de tentacule accélère la chute du sous-marin, le radar indique que la bête les entoure de toutes parts. Un examen plus précis révèle qu'il s'agit d'un kraken. N'ayant plus de torpilles, l'équipage débat de la suite et Victor ordonne le mode silence, car les créatures marines chassent souvent au bruit. Les combattants doivent stopper la lutte contre le feu, ce qui fait monter le monoxyde de carbone dans le compartiment à torpilles. Alors qu'un bruit de la bête blesse les oreilles de l'officier radio, les hommes craignent de mourir ainsi. Heureusement, le plan de Victor fonctionne et le kraken s'éloigne. L'équipage peut bouger à nouveau, mais le feu s'est propagé, trop grand pour être éteint par quelques extincteurs. Plusieurs hommes sont brûlés, Victor ordonne de quitter le compartiment et de laisser brûler les armes. Plusieurs officiers sont gravement blessés en sortant, aidés par leurs camarades qui ferment la porte juste à temps pour arrêter le feu. En jouant sur la pression dans le compartiment, ils éteignent finalement l'incendie. Les hommes en bonne santé sont envoyés réparer, les blessés à l'infirmerie ou dans leur quartier. Oscar et Julia aident aux soins, gagnant la confiance de l'équipage. Julia soigne aussi la blessure de Victor au front, un officier se demande si elle est amoureuse, mais elle nie, et l'officier lui révèle que Victor a enfreint les règles pour la sauver. Plus tard, Victor demande l'avis de l'équipage qui convient de rebrousser chemin, ignorant de la position de l'autre sous-marin et sans protection contre le kraken. Olchanski rappelle que le père de Victor était un héros mort en sauvant des hommes lors d'un incident sous-marin. Après hésitation, Victor accepte de rentrer. Le sous-marin prend la route du retour, Victor lit la dernière lettre de son père, interrompu par Julia qui remarque des oiseaux dans sa cabine, utilisés pour vérifier les niveaux d'oxygène. Julia demande une carte et indique tous les endroits où ils ont vu le kraken, ainsi que son camp. Selon les légendes, cette bête attaquait de nombreux navires avant de disparaître soudainement, ce qui a fait penser aux chercheurs qu'elle entrait en hibernation profonde. Julia conclut que ces explosifs ont frappé une tanière cachée et réveillé le kraken. Pour survivre, ils doivent couper le sonar, sinon la créature sera de nouveau attirée. Impressionné par sa connaissance, Victor lui demande si elle sait où est le sous-marin de son frère. Julia explique que les pieuvres traînent leur proie jusqu'à leur repère, probablement là où son camp se trouvait. Leur conversation est interrompue par un officier qui annonce avoir trouvé un indice. Un enregistrement du mode silence révèle un bruit de coups sur du métal. Il localise le signal à l'emplacement du camp, ce qui suggère qu'il y a des survivants dans l'autre sous-marin. Victor prononce un discours sur l'importance de sauver des vies humaines et les dangers à venir, puis ordonne de diriger le sous-marin vers le camp de Julia. Pendant le trajet, il repense à son enfance et au jour où il s'est perdu en montagne. Il ne revient à lui que lorsqu'ils atteignent la zone de recherche. Soudain, des rivets se détachent des machines et des murs du sous-marin, brisant vitres et lumière, signe qu'ils sont trop en profondeur, alors ils remontent. Un officier remarque qu'ils ont trouvé un abîme sans fond et Victor veut envoyer le mini-sous-marin pour enquêter. Comme un pilote a été blessé lors de l'attaque, Victor se porte volontaire pour le remplacer et laisse Olchanski aux commandes. Le mini-sous-marin part avec Victor et 2 officiers. Ils entendent le métal craquer en explorant l'abîme, jamais descendu si bas. La pression pèse vite sur l'engin, ils doivent vite trouver quelque chose ou rebrousser chemin. Entendant un écho, ils se dirigent vers lui et découvrent des centaines de navires coulés, confirmant la théorie de Julia et les mythes. Ils finissent par localiser l'autre sous-marin, très endommagé, mais le nez intact, signe possible de survivants cachés. L'équipe tente d'amarrer le mini-sous-marin dessus, ce qui est difficile à cause des forts courants. Après plusieurs efforts, la connexion est établie. Victor enfile son équipement de plongée, traverse la jonction, frappe à la porte avant d'ouvrir la trappe et découvre avec joie que l'équipage a survécu, y compris son frère Alexander. Ils transmettent la nouvelle au sous-marin principal, provoquant des célébrations. Alexander explique qu'ils sont restés en mode silencieux après capture, envoyant des signaux sporadiques pour éviter d'attirer le kraken. Victor embarque autant de survivants que possible dans le mini-sous-marin, sachant qu'il faudra 2 voyages. Il décide de rester avec son frère et un mécanicien remplacera le pilote blessé. Le mini-sous-marin installe un traceur sur le nez principal pour retrouver la position, mais doit l'éteindre pour ne pas attirer le kraken. Lors du décollage, l'épave tremble, mais ne tombe pas. Ils retrouvent rapidement le sous-marin principal et prennent soin des survivants. Le pilote remplaçant est trop malade pour un autre voyage, Julia demande alors l'aide d'Oscar, expérimenté dans les sous-marins, qui accepte. Pendant ce temps, Olchanski remarque sur le radar que le kraken bouge à nouveau. Victor et Alexander décident de récupérer les armes demandées par leurs supérieurs. Dans la zone détruite,
Ils trouvent les codes dans le coffre-fort, mais le système refuse de répondre. Victor persévère et finit par allumer l'ordinateur, heureux de constater que les armes fonctionnent encore. L'impulsion électromagnétique déclenchée est captée par le mini-sous-marin, qui la suit. À bord du sous-marin principal, l'équipage est terrifié de voir le Kraken s'approcher. Il pose le sous-marin au fond et passe en mode silencieux. Le Kraken pousse un rocher qui frappe le sous-marin, provoquant à nouveau la chute des rivets sous la pression. Une inondation commence dans un compartiment, mettant en doute leur capacité à rester en mode silence longtemps. Le mini-sous-marin atteint l'épave, lors de l'amarrage, active accidentellement le traceur. Le Kraken, sur le point d'attaquer, détecte le traceur et regagne sa tanière. Olshansky ordonne immédiatement à l'équipage de remonter. Pendant ce temps, Victor rampe dans un tuyau pour atteindre les armes dans le compartiment torpille, bloqué par l'épave. Alexander entend l'amarrage du mini-sous-marin et ordonne à son équipage d'embarquer tandis qu'il attend son frère. Victor atteint la salle des armes, saisit les codes pour armer les torpilles pendant qu'Alexander agit sur l'ordinateur. Le chargement prend du temps, donnant au Kraken l'occasion de les localiser. L'équipage se prépare à l'impact tandis que les tentacules commencent à encercler le sous-marin. Les frères communiquent par radio, s'excusant de leur dispute passée. Le Kraken arrache la moitié du sous-marin, mais c'est la poupe vide. Lorsqu'ils s'apprêtent à attaquer à nouveau, les frères synchronisent leurs actions pour lancer enfin les armes. Une explosion puissante brûle la bête, provoquant une immense lumière qui transperce la glace arctique jusqu'à l'atmosphère. L'eau inonde le sous-marin, Victor retourne dans le tuyau pour rejoindre Alexander. Les armes vont s'autodétruire bientôt, ils doivent faire vite. Le sous-marin coule, les vagues les séparent. Victor cherche Alexander, attrape sa main qui dépasse de l'eau et le ramène sain et sauf. Il monte précipitamment les escaliers, embarque dans le mini-sous-marin et ferme la porte avant que l'eau n'entre. À 2 minutes de l'explosion, le mini-sous-marin bloque à l'amarrage. Victor se souvient du levier d'urgence, le tire, permettant enfin la déconnexion. Il décolle juste avant l'explosion qui secoue le mini-sous-marin dans la mer. À la surface, le sous-marin principal attend des nouvelles, prêt à perdre espoir, mais voit des bulles, c'est le mini-sous-marin de retour. Alors que tous célèbrent, Victor tente de donner la montre de leur père à Alexander, qui refuse en disant qu'il l'a méritée. Quelque temps plus tard, l'équipage arrive en Russie et les frères retrouvent enfin leur famille.